Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves, bonjour. Je voudrais à travers cette vidéo essayer quand même d'apporter quelques éléments de réponse à une question qui m'a été posée de façon récurrente et qui concerne la technique d'écriture romanesque. Autrement dit, les élèves dans leur ensemble veulent savoir la méthode mise en place par les écrivains pour en tout cas arriver à produire leurs œuvres romanesques. Sur ce point, je dois être franc et je dois apporter une réponse sans tergiverser. Il n'y a pas de technique exclusive, il n'y a pas de méthode universelle, en tout cas quand il s'agit de l'écriture romanesque. Chaque écrivain a sa méthode de travail, chaque écrivain a ses techniques qui lui sont personnelles en fonction de son tempérament, en fonction des circonstances dans lesquelles il est en train d'évoluer. Cela dit, il y a quand même des conditions qui, à mon avis, doivent ou peuvent faciliter en tout cas le travail de l'écriture. Parmi ces conditions, nous devons parler de la passion. Dans tout travail d'ailleurs, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'engouement. Et le travail sera un peu morne, il sera pâle, il sera même en tout cas terne. Donc pour éviter de verser dans l'orgueil littéraire, pour éviter de verser dans la contrainte dans le travail romanesque, il faut être sûr que la passion est là, qu'elle est présente, qu'elle nous guide, et c'est elle qui constitue notre principale en tout cas motivation. Alors donc si la passion est là, il faut travailler le langage. Parce que tout simplement, la littérature, c'est avant tout un travail sur le langage. Les idées, on peut les trouver dans la littérature orale, on peut les trouver dans un texte profane, banal. Un texte banal peut parler de l'amour, peut parler de la haine, de la joie, de l'orgueil, il peut parler de la douleur, il peut parler de l'ensemble des idées en tout cas qui sont propres à l'humain. Mais la différence entre un texte littéraire et l'autre dit profane, c'est la qualité du langage en tout cas employé. C'est la présence des canons de beauté dans le système d'écriture. Donc le travail sur le langage est déterminant. Donc il faut maîtriser la langue d'écriture. Si vous écrivez en pulaar, il faut maîtriser le pulaar. Si c'est le wolof, pareil. Pour ce qui nous concerne, il s'agit du français. Et comme tout le monde le sait, le français, ce n'est pas une langue qui nous facilite la tâche. La grammaire française est très compliquée. Et celui qui, en tout cas, veut éviter des erreurs, il ne doit pas rester dans la claustrophobie du langage. Il doit aller vers la recherche approfondie au niveau de la grammaire, au niveau de l'orthographe. Bref, la morphosyntaxe qui régit en tout cas le fonctionnement de la langue française. Il faut se départir des évidences parce que souvent on peut croire qu'on a raison dans, par exemple, les accords, dans le sens intrinsèque d'un mot ou d'un autre. Mais quand on se réfère vraiment aux grands dictionnaires, qui sont en tout cas les grandes références, on voit qu'on était dans l'erreur. Que ce qu'on croyait, ce n'était pas en tout cas la bonne réponse, ce n'était pas la vérité. Donc il faut se départir totalement de l'évidence, aller vers la vérité dans la langue. Ça c'est essentiel. Donc quand on manipule très bien la langue française, on en fait ce qu'on veut maintenant. On est libre de créer des figures de discours. On est libre de surprendre par la nature, par la structure des phrases que l'on met en place. On n'est pas tenu d'être prisonnier en tout cas de la langue parce qu'on tout simplement on la maîtrise. Quand vous maîtrisez un objet, vous n'êtes plus prisonnier de cet objet, mais vous êtes maître plutôt de cet objet et vous en faites ce que vous voulez. Et c'est là où on va parler d'un autre point qui est déterminant, qui concerne effectivement la maîtrise parfaite de cet outil de travail qui est la langue. C'est-à-dire c'est le style, c'est la mise en place d'un style. Un écrivain, c'est quelqu'un qui se distingue souvent par son style d'écriture.
Et d'ailleurs, les éditeurs qui sont là, chargés de publier ou d'examiner les manuscrits, le font à partir de ce critère, en tout cas lié à la présence ou non d'un style. L'écrivain est accepté parce que tout simplement, il met en place un style qui est attrayant, un style qui est agréable, un style qui est visible, qui est présent. L'absence du style signifie tout simplement l'absence d'écriture romanesque. Vous avez écrit quelque chose, mais vous ne pouvez pas prétendre que ça, c'est de la littérature. Vous avez déjà raté une partie essentielle. Donc vous serez en tout cas accepté ou refusé en fonction du niveau de votre style. Le style, c'est quoi? C'est la clarté, tout simplement. Comme disait d'ailleurs Aristote, la première qualité du style, c'est la clarté. C'est aussi la simplicité. C'est l'art de choisir les mots simples, les mots exacts, les mots pertinents pour en tout cas véhiculer notre profonde pensée. Et de là, quand on parle de simplicité, on ne parle pas de la banalité ni de la naïveté. On peut être très bien profond dans nos idées, dans notre système d'écriture, dans la simplicité. Donc, éviter de chercher des mots qui sont très savants, des mots qui sont alambiqués, des mots compliqués, des mots qui sont vieillis, quelquefois très soutenus, qui font que votre lecteur se lasse chaque fois d'aller consulter un dictionnaire par-ci, de taper un mot sur Google par-là, parce que tout simplement le sens lui échappe. Donc ça, ce sont des critères. En tout cas, je parle bien sûr de la simplicité. La simplicité, c'est un critère de réussite dans le travail romanesque. Certains croient que c'est le contraire. Maîtriser une langue, c'est pouvoir s'exprimer avec des mots qui sont très difficiles, des mots qui sont très vieillis, des mots qui sont très savants. Loin de là. La simplicité, elle doit être de mise. Et quand vous réussissez votre style, là, vous êtes sur le chemin, en tout cas, de la réussite dans votre entreprise d'écrivain. Je vais vous donner seulement un exemple de style. Quand vous observez un texte qui est bien écrit, vous allez vous rendre compte que souvent, la présence des verbes être et avoir est limitée. Je ne dis pas totalement absent. Je ne dirais pas que les verbes sont totalement absents, mais leur présence est en tout cas limitée. Tout simplement, on considère que ces deux verbes-là sont des verbes dits faibles. Ils ne disent pas grand-chose dans l'écriture. À leur place, on préfère plutôt chercher des verbes dits forts, qui sont plus percutants, qui sont plus dynamiques et qui sont aptes à véhiculer l'idée dans sa profondeur. Ce ne sont pas seulement le verbe être et le verbe avoir. Il y a d'autres verbes qui sont toujours présents dans le langage oral, comme le verbe faire, comme le verbe passer, comme le verbe rester. Des verbes qui sont là toujours, qui nous accompagnent dans notre langage, en tout cas familier. Ils peuvent être présents dans un dialogue parce que le dialogue doit refléter, en tout cas, les circonstances ou bien les conditions sociales des personnages. Là, quand on met des verbes qui ternent, on respecte tout simplement la fonction ou bien le rang social de celui qui est en train de s'exprimer. Nécessairement, on ne peut pas mettre dans la bouche d'un ouvrier un langage qui est très soutenu. Et là, c'est une aberration littéraire. Cela pourrait se justifier, mais quand même difficilement. Donc, quand on travaille le style, quand on réussit de mûrir un style par la pratique, bien sûr, je répéterai bien, par la pratique, là, on est sur le chemin, en tout cas, du travail de l'écrivain qui va réussir, qui aura un travail qui sera couronné certainement de succès, en fin de compte. Après le style, maintenant, je parlerai d'un autre élément qui me fait un peu sourire, qui ne dépend pas de l'écrivain, mais sans la présence duquel l'écrivain se sent orphelin de lui-même. C'est-à-dire, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est un souffle divin, en quelque sorte.
C'est la présence d'un être surnaturel qui nous dépasse, qui nous dicte sa volonté et qui nous oriente selon ses désirs. Nous ne maîtrisons pas l'inspiration. Nous ne pouvons pas savoir exactement quand est-ce qu'on sera inspiré ou non. C'est une dame qui est infidèle, qui se présente quand elle veut et qui prend congé sans être renvoyée. C'est ça l'inspiration en quelque sorte. Mais une fois que cette dame est présente, on en profite. Elle nous fait voir des images extraordinaires. Avec elle, on peut voir l'invisible. On peut sentir l'insensible. On peut même dire l'indicible. On devient particulier dans notre fort intérieur. On se détache de la banalité et on va vers la profondeur du langage, parce que tout simplement les images qui nous sont disponibles, qui nous ont été en tout cas envoyées par Madame Inspiration, ce sont des images qui ne sont pas des images de la vie commune, banale. Donc une fois que vous avez l'inspiration avec vous, vous devez en tout cas profiter au maximum de sa présence. Parce que tout simplement quand elle disparaît, alors vous vous sentez orphelin, vous vous sentez limité et vous avez tendance quelquefois à vous dévaloriser, à vous méjuger d'ailleurs. Donc l'inspiration, ce souffle divin dont je parlais tout à l'heure, cette entité que nous ne maîtrisons pas, nous est indispensable. Donc, dans le travail romanesque, l'inspiration, c'est un atout. Ne forcez pas, n'essayez pas de vouloir forcer l'inspiration, parce que l'inspiration, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez essayer de forcer votre style par la pratique, par l'entraînement, etc. Mais l'inspiration, elle ne se force pas. C'est un don quelque part. Comme je l'ai dit, c'est un souffle divin et le souffle divin, on ne le force pas. Et d'ailleurs, quand on fait un clin d'œil un peu sur la poésie, je vais vous parler d'un poème écrit par Victor Hugo, où on voit que le poète, même si ce n'est pas le travail romanesque, quand même, ça peut nous aider à comprendre réellement ce qu'est l'inspiration. Où le poète se dit toujours en dialogue avec une certaine divinité. Qu'est-ce que Victor Hugo dit ? C'est dans la fonction du poète. Il dit: peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit sans lui complète, lui seul a le front éclairé. Des temps futurs perçant les ombres, lui seul distingue en leur flanc sombre le germe qui n'est pas éclos. Homme, il est doux comme une femme, mais Dieu parle à voix basse à son âme, comme aux forêts et comme aux flots. Regardez-moi cette phrase. Dieu parle à voix basse à son âme, comme aux forêts et comme aux flots. Ça signifie que le poète, l'écrivain, de façon générale, de façon étendue, c'est quelqu'un qui reçoit un message divin. Et donc, profitez donc de la présence de l'inspiration et travaillez au maximum. Je vous remercie, espérant que cette vidéo pourra vous servir. Très, très prochainement, je ferai une autre sur, cette fois-ci, le fond ou la fonction sociale de l'écrivain. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.